arrive dans le débat de France 24, après les grandes entreprises françaises, les médias et les clubs de sport, eh bien, le Qatar pourrait faire son entrée dans les banlieues françaises via un fonds qui serait cofinancé par l'État français et le secteur privé, qui serait d'un montant de 100 millions d'euros. Une entrée dans les quartiers déshérités de France qui fait aujourd'hui polémique. Le Qatar, pays qui prône l'islam rigoriste, qui soutient les frères musulmans et les islamistes radicaux, faut-il s'inquiéter de son arrivée dans les banlieues françaises? Que va-t-il financer au juste? Quels avantages la France trouve-t-elle chez cet allié? Eh bien voilà les questions que nous poserons ce soir à nos invités. Nous sommes avec Leïla Legmara. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente de l'ANELD, qui est l'Association nationale des élus locaux pour la diversité. C'est vous qui avez frappé à la porte du Qatar pour obtenir une aide. Et vous avez déjà reçu un certain nombre de projets d'entrepreneurs. Vous nous raconterez précisément. Et à noter que vous êtes par ailleurs conseillère municipale du nouveau centre à Colombes. Nabil Esrahi, bonsoir. Vous êtes président du collectif des musulmans de France, spécialiste du Qatar. Karim Sader, politologue et consultant pour la région. Est-ce que vous êtes consultant pour le Qatar aussi? Entre autres. Entre autres, donc au moins voilà, au moins c'est clair. Éric Dénessé, bonsoir, vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement et vous êtes par ailleurs l'auteur de cet ouvrage qui sort aujourd'hui en librairie, Des services secrets français sont-ils nuls? Bien voilà la question que vous posez, c'est aux éditions Ellipse. Alors avant de commencer ce débat, je vous propose tout de suite de regarder cet extrait de notre émission Intelligence économique. Ali Laïdi, Camille Rustini et Thomas Dudzinski ont rencontré de jeunes entrepreneurs de banlieue qui font appel au Qatar. C'était en mars dernier. Je vous propose ensuite d'écouter leur témoignage. Mohamed Kemlich a 43 ans et cherche depuis longtemps à monter son entreprise de réparation d'ascenseurs. Il vient de déposer un dossier de candidature auprès du Qatar. Et là, ça a été l'occasion, le fait que le Qatar vienne avec des financements et bon, donc on a envie d'en profiter, en sachant très bien que c'est les compétences qui sont demandées et non autre chose. Je ne pense pas qu'ils viennent investir dans des entreprises s'il n'y a pas une certaine compétence. On ne pas trop comment ça se passait. Nabella Aïssaoui a créé son entreprise d'accompagnement juridique en 2009. Nous la retrouvons au Forum pour la diversité entrepreneuriale à Paris. Elle a aujourd'hui besoin de financement pour s'agrandir. Elle aussi vient de déposer un dossier auprès du Qatar. Pour Nabella, ce n'est que du business. Ils investissent de manière privée. Je suis une entreprise privée. Pour moi, il n'y a aucune contre-indication à faire une négociation financière avec n'importe qui. Ce serait les États-Unis qui apporteraient des fonds, je serais la première à y aller aussi. Donc pour moi, le pays ne change pas grand-chose du moment qu'on est d'accord sur la négociation. Leïla Legmara, je rappelle que votre association a frappé à la porte du Qatar pour des fonds. Alors tout d'abord, est-ce que ce fonds, est-ce que c'est fait aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire ce soir que ce fonds est prêt? Non, ce serait un peu prématuré de dire ça. Effectivement, une délégation d'élus de l'ANELD a été reçue la semaine dernière par le ministre Montebourg, qui nous a effectivement confirmé la création de ce fonds. Donc ça a été une première bonne nouvelle, puisque nous étions inquiets quant au devenir de ce fonds, puisqu'à un moment donné, il avait été question, via la presse. Donc nous avions entendu dire que ce fonds pourrait être initialement dédié aux quartiers populaires, pour être dédié aux PME. Donc aujourd'hui, nous avons été rassurés quant à sa destination originelle. D'autre part, ce sont toujours les banlieues qui vont en bénéficier. Donc, et l'État participera à ce fonds, et à quelle hauteur? La deuxième nouvelle, c'est qu'effectivement, l'État sera partenaire dans ce fonds. Aujourd'hui, le Qatar parle de 50 millions d'euros, donc l'État versera 50 millions également. Donc ça sera à 50-50. Voilà. Pourquoi l'État français vient-il se greffer finalement à ce fonds? Est-ce que c'est pour une manière de contrôler l'argent qui va être à l'intérieur de ce fonds et de ne pas laisser finalement les mains libres au Qatar? Je crois que c'est aussi une manière, effectivement, l'investissement de l'État dans ce fonds qatari est de nature à rassurer, effectivement. Parce qu'il faut avoir peur? Je vous répondrai non, puisque nous avons été les porteurs de ce projet, et donc nous savons qu'il n'y a aucune crainte à avoir, mais effectivement, et c'est pour ça que des débats ont lieu pour tenter de rassurer, d'apaiser. Pourquoi il faut rassurer? Pourquoi il faut apaiser? Vous savez, quelles sont les craintes?
Écoutez, les craintes, elles sont, on va le dire très clairement, c'est sous-jacent, c'est-à-dire la religion. Et tout ça est agité par le Front National, qui est dans son rôle d'attiser la peur, d'agiter le chiffon rouge. Et donc, le FN fait croire que, sous couvert d'investissements financiers, il y aurait donc on n'a pas de raison d'avoir peur du Qatar. Une tentation de, finalement, mettre de la religion dans ces quartiers. Il faut savoir que les habitants de ces quartiers sont français. Les États-Unis s'intéressent depuis plus de 10 ans à la banlieue. Personne ne s'en est inquiété. Mais ils ne mettent pas d'argent non plus, les États-Unis. Ce sont des coopérations, oui, mais il y a des partenariats qui sont, des partenariats culturels. Mais façon, on y aurait peut-être plus à craindre, justement, de ce point de vue-là, que des investissements financiers. Aujourd'hui, le Qatar n'a qu'un objectif. Et on le voit bien dans d'autres investissements des entreprises du CAC 40, et personne ne s'en inquiète. Mais là, c'est différent quand même. Là, on parle. Alors, vous voyez, on va aller dans les banlieues françaises, il y a des communautés arabo-musulmanes, de temps en temps, il y a des endroits où l'islam radical prospère. Oui, mais justement. Parce que le Qatar prône un islam rigoriste. Oui, mais le Qatar est là avant tout pour investir de l'argent. Mais on présente toujours le Qatar sous le prisme du religieux. Le Qatar investit parce que ce sont des businessmen. Ils investissent dans les grandes entreprises. Et pourquoi on ne craindrait pas finalement l'investissement qatari dans les entreprises du CAC 40 ? Et pourquoi il faudrait craindre l'investissement qatari dans les banlieues? Ça, c'est une vraie question à laquelle il faudrait qu'on me réponde. Nabil Elstari, vous pouvez peut-être répondre à cette question. Tout d'abord, vous, est-ce que vous êtes inquiet de l'arrivée du Qatar dans les banlieues françaises ? Est-ce que vous êtes aussi serein que peut l'être Leila Legmara ? Moi, ce que ça m'inspire et le principal enseignement qu'on peut tirer de cette histoire, c'est en creux, d'une certaine manière, les carences du système français. Parce que de voir comme ça des élus être obligés de partir au Qatar pour essayer de taper à la porte et finalement d'avoir des fonds, c'est d'une certaine manière l'incapacité de l'État français à répondre à ses obligations régaliennes. Donc, Qatar ou pas, menace islamiste ou pas, il n'en demeure pas moins vrai qu'en France, il y a un réel problème et qu'il est quand même d'une certaine manière révoltant de voir des élus être obligés d'aller à l'étranger pour pouvoir finalement pallier au dysfonctionnement, à la fracture sociale, aux discriminations systémiques, parce que c'est ça, d'une certaine manière, qui est aujourd'hui interpellé aujourd'hui dans le débat public, et ça, on n'en parle pas suffisamment assez. Donc, le Qatar est une chose, mais le Qatar, c'est comme les États-Unis, c'est comme la Suède qui investit dans les banlieues, c'est la même chose. Je rejoins un petit peu ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'on a un rapport un petit peu névrotique à tout ce qui concerne le monde arabe, le monde de l'islam. Ça ne nous dérange pas d'armer l'armée qatarienne. Je rappelle qu'à 80% des équipements militaires qataris sont issus de la France, mais à partir du moment où le Qatar investit à la demande des associations de banlieue, ça pose un problème. Donc là, on est dans une espèce de deux poids deux mesures. C'est bien de faire des affaires en catimini, c'est bien de demander de l'argent au Qatar quand il s'agit d'aller libérer des infirmières bulgares, par exemple, mais c'est pas bien quand le Qatar, à la demande de certaines associations, investit en France. Il faut poser des vraies questions, et la vraie nature du débat, c'est pourquoi en France, on a des banlieues, on a un plan Marshall qui, il y a quelques années, n'a absolument rien donné, et pourquoi on se trouve avec une espèce de fracture sociale aussi vive d'une certaine manière qu'il y a une quinzaine d'années. Les questions sont ici et pour l'instant, on n'a pas de réponse. Vous n'avez pas l'air donc grandement inquiet. C'est votre cas aussi, Éric Dénessé ? Écoutez, moi j'observe avec surprise que l'argent n'a pas d'odeur. Il y a effectivement, comme le disait mon voisin, une attitude très névrotique sur tout ce qui touche l'islam, mais j'observe aussi qu'il y a une attitude très névrotique sur tout ce qui touche la Chine. Je pense qu'un financement de la même nature venant de Chine aurait immédiatement déclenché des réactions en raison de ce qui se passe au niveau des droits de l'homme et du Tibet. Donc on fait deux poids, deux mesures sur à peu près tous les sujets. On en a un bon exemple. Moi, il me semble qu'il y a deux choses. C'est qu'on a beaucoup de mal à définir la frontière dans la stratégie du Qatar, dans ce qui relève de leur stratégie d'affaires, parce qu'ils savent très bien qu'à échéance de quelques décennies, ils n'auront plus de pétrole, donc il leur faut investir massivement partout dans des clubs de sport, dans des systèmes économiques qui généreront du cash pour pouvoir assurer la rentabilité de l'État. Inversement, ce sont aussi quand même des promoteurs d'un islam radical très fort. Et rappelons que l'émiratanis se présente comme salafiste modéré. Excusez-moi, un salafiste modéré, pour moi, c'est comme un nazi modéré. Je ne sais pas ce que c'est, où on est musulman. L'islam radical, c'est le soutien à Ben Laden, c'est le soutien... L'Arabie Saoudite n'est pas plus respectable que le Qatar en la matière. Mais comme on le disait, d'abord, je suis tout à fait favorable à ce qu'on instrumentalise des fonds du Qatar si ça permet de développer nos banlieues. Il faut le faire. Maintenant, il faut être très, très vigilant sur la stratégie qu'ils conduisent, parce que peut-être que sur certains projets, il n'y a aucune arrière-pensée.
Pour l'instant, on ne le sait pas. En revanche, dans le domaine de la politique étrangère, on mesure chaque jour les arrière-pensées de cet émirat. Et on va en parler justement tout à l'heure. Mais là, le fait que le gouvernement français participe également à ce fonds, on peut imaginer qu'il y aura justement un contrôle. Espérons, comme le disait monsieur, c'est effectivement un vrai échec de l'intégration et de l'économie française. Mais on le mesure tous les jours, nous sommes dans une situation très difficile. Madame rappelait que les Américains font la même chose dans nos banlieues, même s'il n'y a pas autant d'aide financière. Il est même sur un plan diplomatique absolument scandaleux de voir ce que fait l'ambassade américaine à Paris en discutant avec la population française au-delà du ministère des Affaires étrangères. On sait qu'il le fait depuis une demi-douzaine d'années dans tous les pays arabes et d'ailleurs on se rend compte que ça a été un des ferments des révolutions arabes, la façon dont ils ont été capables de faire monter la contestation dans ces pays-là. Et je pense qu'effectivement il n'y a pas que le Qatar à montrer du doigt sur cette pratique, mais elle semble se généraliser au niveau international. Karim Sader, est-ce que c'est une bonne idée que le Qatar vienne dans nos banlieues, vienne proposer de l'argent à de jeunes entrepreneurs, vienne les aider et finalement se substitue d'une certaine manière à l'État français ? Alors pour remettre les choses un peu dans l'ordre et rebondir sur ce que vous disiez, je pense d'abord que cette affaire, au-delà de la polémique et de la part de fantasmes qui en découlent, d'abord est disons une conséquence symptomatique de la mondialisation. Où d'un côté, on a un État ou un pays qui n'est plus capable d'assurer son État-providence, la France en l'occurrence, et de l'autre, un émirat qui n'est pas une démocratie, donc qui est une monarchie absolutiste et autoritaire, qui, par sa force de frappe financière et par les moyens de communication, est capable de se projeter ou projeter son influence bien au-delà de ses frontières géographiques. Alors, je dirais, pour analyser l'action du Qatar, qu'il y a deux formes d'investissement. Il y a l'investissement pragmatique, que les Qataris, vous le disiez, justement, quand ils rentrent, par exemple, dans les capitaux d'entreprises ou qui cherchent à accéder aux parts de marché des grandes entreprises du CAC 40. Donc, effectivement, ils cherchent à faire une opération financière à travers ça, et on est dans une approche pragmatique. Mais il y a aussi un investissement qui est d'ordre idéologique. Et ça, c'est important, il faut le signaler. Le Qatar est un État, un émirat qui, depuis l'accession au pouvoir de l'émirat actuel en 1995, le cheikh Hamad El Thani, cherche à se substituer à l'Arabie Saoudite en tant que pôle d'influence islamique et concurrencer l'Arabie Saoudite dans le mécénat islamique. Alors évidemment, quand on me dit que les Qataris cherchent à investir dans les banlieues, dans des zones à majorité, on va le dire franchement, de populations issues de l'immigration maghrébine musulmane, je ne peux pas m'empêcher de faire l'association, tout en restant bien sûr prudent dans l'analyse, mais avec cette vocation justement de mécénat islamique, de chercher à sponsoriser, à diffuser. Prosélytisme Prosélytisme, oui. Comme je vous le disais, l'émirat cherche à devenir un pôle, une forme d'incarnation. Il y a une chose importante qu'il faut dire, c'est que l'année dernière, le Qatar a inauguré et ouvert la plus grande mosquée du pays, du nom de Ibn Abdel Wahhab, donc le père fondateur du wahhabisme. Et j'ai interprété cet événement comme un message adressé au monde arabe, alors que le Qatar finançait aussi tous les mouvements islamiques des régimes post-printemps arabe, comme un message adressé au monde arabo-musulman et au monde en général, comme quoi le Qatar cherche à devenir ce nouveau pôle. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? On ne peut pas critiquer les ambitions hégémoniques d'un État. Mais si eux arrivent à le faire, tant mieux pour eux. Mais en fait, ils essaient de relayer leurs idées, de relayer leur idéologie de wahhabisme, oui, modéré, peut-être, voilà, dit-on, un cran en dessous de l'Arabie Saoudite. Voilà. C'est-à-dire que face à la parce qu'il faut quand même rappeler pour nos téléspectateurs, c'est quand même un islam rigoriste. Oui, mais pas d'alcool, les femmes voilées. Alors, de l'alcool, ça dépend. Il faut savoir une chose, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pardon, je termine. Le Qatar repose sur un équilibre entre modérés et radicaux. C'est-à-dire que l'émir, d'un côté, cherche à donner et à peaufiner cette image d'émirat ouvert à l'international, mais c'est vrai qu'à l'intérieur du pays, les Qataris sont très réticents par rapport aux mœurs occidentales, par exemple. Et l'émir est obligé de jongler entre les aspirations de cette population qui est très attachée à cet islam rigoriste et quand même cette volonté d'ouverture vers l'international. Mais ce qui est important, et c'est très important de souligner, c'est cette concurrence avec l'Arabie Saoudite en tant que pôle de l'islam, où on a d'un côté une vieille monarchie, en l'occurrence la monarchie, la maison des Saouds, qui est empêtrée dans ses luttes dynastiques, etc., et qui n'arrive plus à véhiculer une image dynamique, et ces Qataris jeunes entrepreneurs qui cherchent justement à... Enfin, si je vous entends bien, il n'y a pas de philanthropie de la part du Qatar, et c'est pas totalement sans contrepartie. Non, mais il n'a jamais été question, si je peux me permettre, il n'a jamais été question de philanthropie à l'endroit des banlieues. Le Qatar a été très clair quant à sa démarche. Le Qatar n'est pas là pour distribuer des dollars dans les banlieues. Le Qatar investit, c'est important. Il
il n'offre pas, il ne donne pas de l'argent aux entrepreneurs. Il investit, à l'instar de ses investissements dans les grandes entreprises françaises. Je trouve ça surprenant qu'on ait toujours cette méfiance, cette défiance à l'endroit des pays arabes lorsqu'ils veulent investir. La France investit au Qatar. Est-ce que pour autant, est-ce que les Qataris vont pour autant avoir cette méfiance? Non. Oui, vous reconnaissez bien qu'il y a une approche communautariste quand même. Non, absolument pas, puisque lorsque nous avons, et là, il ne faut pas être naïf. Non, il ne s'agit pas d'être naïf, mais il ne faut pas être non plus trop dans la suspicion. Lorsque l'émir du Qatar nous a reçus, il a été très clair, et ça nous a été confirmé par l'ambassadeur du Qatar à Paris. Seuls les dossiers ambitieux, innovants, seront retenus, sans aucun autre critère. Ça a été très clair, ça nous a été dit par l'émir, et ça nous a été confirmé par l'ambassadeur. Donc qu'un dossier soit présenté, qu'un porteur de projet s'appelle Mohamed, Sylvain ou Christine, le regard sera exactement le même. Voilà, je crois que c'est une question. Est-ce que pourquoi investir en priorité, par exemple? C'est une question que je me pose. En Seine-Saint-Denis, qui est pourtant pas le département le plus pauvre de France, et pourquoi pas dans des zones qui souffrent de difficultés financières où on n'a pas. Il n'y a pas eu de définition géographique quant à l'investissement. Alors il n'y a pas eu de définition puisque les modalités sont en cours de mise en place. Donc aucune zone géographique n'a été clairement définie. Le Qatar souhaite investir dans les banlieues, tout simplement parce qu'ils ont compris peut-être avant beaucoup d'autres, en tout cas sûrement avant la France, qu'il y avait des talents. Nos quartiers populaires regorgent de talents, de pépites. Alors ils se sont dit, il y a probablement des futurs Bill Gates, des futurs Steve Jobs. Et peut-être que ces jeunes-là, il faut les accompagner dans leur projet. Voilà. Et c'est bien dommage que la France, effectivement, c'est un constat d'échec pour la France, c'est un constat d'échec pour la République, parce qu'aujourd'hui, nous avons des milliers d'oubliés de la République dans nos quartiers, c'est bien dommage. Nabil Ensari. Alors, il faut juste... Je pense tordre le cou à deux idées reçues. La première, c'est de dire que ce fonds vise essentiellement et quasiment uniquement les populations musulmanes ou arabo-musulmanes. Il faut juste rappeler que les critères objectifs, comme ça a été rappelé, sont uniquement d'ordre socio-économique. C'est-à-dire qu'il n'y aura absolument pas, d'après ce qu'on sait, d'après les informations qu'on a, de critères religieux. Après, force est de constater que si en banlieue, il y a des problèmes, il y a des demandes et que la majorité de la population qui vit dans ces banlieues sont d'origine arabes ou sont de confession de sensibilité musulmane, ce n'est pas la faute du Qatar, mais à la faute des politiques publiques de la France des années 60 et 70, qui d'une certaine manière a parqué dans des mêmes endroits, une même population, avec des difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'on dit très souvent depuis tout à l'heure que le Qatar est imbibé d'un espèce d'islam rigoriste, on entend wahhabisme depuis tout à l'heure. Il faut quand même, quand on se rend au Qatar, voir la différence entre l'islam qui est pratiqué là-bas et celui de l'Arabie Saoudite. Vous prenez par exemple la question des femmes. Elles conduisent, mais plus que ça, les femmes travaillent. Il y a des femmes qui sont non seulement, elles ont le droit de vote, et le Qatar a été l'un des premiers à donner le droit de vote aux femmes dans les pays du Golfe, mais même elles sont éligibles, et mieux que ça, le Qatar a même, depuis 2003, un certain nombre de femmes dans le Conseil des ministres. C'est ne pas faire le jeu du Qatar de dire ça, mais juste de rappeler un certain nombre de faits objectifs par rapport à la réalité du Qatar et ne pas aller trop vite en besogne quand il s'agit de dénoncer tel ou tel aspect des choses. On va faire une pause, on va reprendre notre débat dans la deuxième partie de cette émission. Débat se consacrer ce soir au Qatar. Pouvons-nous faire confiance à ce petit État du Golfe qui veut investir dans nos banlieues? À tout de suite.